Bonjour à tous. Je vous propose de patienter quelques instants avant de démarrer, le temps que les derniers inscrits se connectent. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous voyez bien l'écran que je partage déjà dans un premier temps. Donc, le sujet du webinaire, donc préparez-vous pour une migration Atlassian Cloud. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va se présenter. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Samuel Habif, je suis le responsable de la communauté Agile et Atlassian et le manager du partenariat Atlassian pour Positive Thinking Company. Larbi, je te laisse te présenter. Très bien, merci. Moi, du coup, je suis Larbi El Alami, je suis expert Atlassian. Je travaille chez PTC depuis 2 ans et demi et je travaille dans l'univers Atlassian depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je travaille principalement chez un client pour la gouvernance et la stratégie de leur plateforme Atlassian. Et du coup, comme presque tous les clients, nous sommes aussi dans une réflexion pour une future migration, soit cloud, soit vers le data center. Du coup, durant euh, ce webinaire, on va vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pour une migration cloud chez un client PTC. Au niveau de notre partenariat Atlassian, donc on est au niveau Gold Solution Partner avec Atlassian. On travaille main dans la main avec eux depuis 2019. Il faut savoir qu'on a développé un autre partenariat Atlassian aussi sur la région suisse depuis 2015. Et donc, on est organisé en Delivery Center. Donc, quel est l'avantage de ce Delivery Center? C'est qu'en fait, on a des personnes qui ont des rôles bien spécifiques sur ce Delivery Center. Donc, on a des Key Account Managers, des responsables commerciaux dédiés à ce Delivery Center Atlassian, des responsables techniques et du delivery, donc qui sont moi-même, et le delivery et le leader du delivery, donc moi-même aussi, sur cette partie-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir de la proximité avec nos clients, de la réactivité par rapport à des besoins et s'adapter toujours par rapport à ces besoins-là. En termes de services, on va pouvoir, donc ça, c'est des services plutôt standards qu'on réalise chez nos clients. Donc, la gestion de leur parc de licences et un petit peu l'optimisation s'il est possible d'optimiser leur parc de licences. La migration, bien sûr, de serveurs vers cloud ou data center, des formations, des prestations de mise en place de gouvernance, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous sollicitent pour de la gouvernance au sein des plateformes Atlassian, une offre de support et bien sûr, tout type d'offre personnalisée. Donc, on va avoir à cœur à s'adapter au maximum aux besoins de nos clients. Donc, après, on pourra faire des offres totalement customisées par rapport à leurs besoins. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce webinaire. Donc, on va vous parler d'une migration cloud qu'on a fait pour un de nos clients. On va vous rappeler le contexte, les enjeux de ce client-là, et bien sûr les résultats et comment on a réalisé cette migration dans l'objectif d'essayer de vous projeter aussi sur cette migration et de vous partager un retour d'expérience sur cette. Donc, le contexte du client. Donc, le client était sur un outillage Jira Software en version 8, Confluence en version 7 et avec quelques plugins dont les principaux étaient X-Ray, CLI et Draw.io. Son contexte, c'est qu'il avait une version serveur expirée depuis un petit moment. Il avait déjà une version cloud ouverte depuis plusieurs mois, donc qui allait aussi expirer parce qu'il avait consommé toutes les versions d'évaluation qu'il pouvait consommer, parce qu'ils avaient fait des tests de migration. Les tests de migration étaient non concluants. Ils avaient des difficultés pour migrer certaines données d'X-Ray ou certains dashboards, et donc ils avaient certaines problématiques. Donc, ça faisait partie de leurs inquiétudes, la partie migration des données du X-Ray ou l'indisponibilité pour les utilisateurs, c'est-à-dire le temps de la migration, comment leurs utilisateurs allaient pouvoir utiliser les outils. Et ils avaient une dernière problématique au niveau de leur contexte, c'est qu'ils avaient sur leur environnement serveur une plateforme Confluence qui était non liée à Jira. Donc, ça leur obligeait à mettre des liens en dur dans Jira qui faisaient un lien avec Confluence, mais au final, c'était pas via le application link, donc les deux outils n'étaient pas liés. En termes d'objectifs, donc bien sûr, réduire l'indisponibilité lors de la migration pour les utilisateurs, optimiser la gestion de parc en termes de licences et de coûts, renforcer la sécurité de leur plateforme. Donc là, on a mis en place Atlassian Access.
sécuriser, donc avoir aucune perte de données par rapport au plugin Xray qui était très important pour eux. Réduire la dette technique parce qu'au final, leur plateforme serveur avait quand même un petit peu de dette technique et donc il fallait réduire au maximum la dette technique et pas migrer la dette technique sur la plateforme cloud. Et aussi, dans le cadre du projet, trouver le juste milieu entre faire assez de tests pour garantir une certaine qualité de migration sans faire trop de tests pour ralentir le projet parce qu'ils étaient un petit peu speed sur ce projet-là. Donc, voici la démarche qu'on leur a proposée. Donc, dans un premier temps, on a fait une phase d'audit. Donc, on a évalué leur environnement serveur avec leurs add-ons. On leur a expliqué tous les tenants et les aboutissants et les problématiques qu'ils auront à migrer sur le cloud et aussi les avantages. On a fait une roadmap de migration, c'est-à-dire qu'on a planifié avec eux la durée, le coût et la stratégie de migration dans le cadre de cet audit. Donc, à la fin de l'audit, ils avaient vraiment les idées claires sur comment la migration pouvait se faire euh, et combien de temps ça allait leur prendre. Suite à cet audit, donc, ils ont validé le projet de migration pour qu'on les accompagne dans cette migration. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a préparé les environnements serveurs. Donc, dans un premier temps, on a fait la préparation de l'environnement source. On a réalisé des tests. Donc, on a trouvé ce juste milieu où on a réalisé certains tests. On reviendra dans le détail dessus sur cet environnement cloud qui était à notre disposition. Puis après, on a fait une migration. Donc, on a migré par lot. À l'origine, on avait prévu 4 lots. Vous verrez par la suite qu'on n'a pas forcément migré en 4 lots, mais au début, on prévoyait 4 lots de migration. Et enfin, une fois que la migration était terminée, et ben, au final, on a accompagné les utilisateurs dans la mise en place et dans l'utilisation d'Atlassian Cloud. Voilà, je vais passer la main à Larbi pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur les différentes phases et pour qu'il vous fasse ce petit retour d'expérience concret. Parfait. Merci Samuel. Du coup, alors, Samuel a un petit peu présenté notre façon de faire pour faire la migration cloud. Moi, je vais essayer de vous présenter un petit peu opérationnellement parlant ce qu'on a fait. Alors, on a commencé par une phase d'audit. Moi, je vous recommanderais de la faire que vous soyez accompagné ou pas. Du coup, la phase d'audit ou un état des lieux de l'instance. Pourquoi? Pour une raison simple, pour savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre instance actuellement aujourd'hui. Très, très important de faire la phase d'audit. Du coup, nous, on l'a découpé en 3 parties. La première partie, c'est l'inspection de l'instance. C'est normal. Du coup, on a inspecté les versions et le socle technique. On a vérifié le sizing, on a vérifié le nombre d'utilisateurs, le nombre de tickets, de projets, etc., etc. On a vu du coup les apps installées, les points d'attention, particulièrement ce qu'a noté Samuel, du coup, le Confluence non lié à Jira et autres points d'attention, et les développements customisés. Aussi important à les mettre en relief, à les avoir en tête pour vérifier la compatibilité. La compatibilité, c'est la deuxième phase d'analyse où du coup on s'est contenté de vérifier si les versions actuellement dispo pour le client sont des versions compatibles avec l'immigration cloud. Et du coup, qui dit non-compatibilité dit potentiellement montée de version avant le passage en cloud. Du coup, le mettre en relief par rapport à notre future migration. La compatibilité des apps aussi très très importante. Il y a des apps encore qui sont pas encore prêtes pour le cloud. Est-ce que c'est obligatoire, facultatif, etc. de les avoir? Est-ce qu'il y a des outils de migration pour ces apps-là et pour leurs données? Tout ça, c'est à prendre en compte durant la phase d'analyse de l'audit. Du coup, il y a aussi la compatibilité des boards agiles. Est-ce que les boards agiles actuellement sont compatibles avec une migration cloud? Est-ce qu'il y a des boards agiles multi-projets? Est-ce que potentiellement il y a des plugins qui interagissent avec ces boards agiles? Ça aussi, il faut prendre en compte. La compatibilité tableau de bord, pareil, dans la même veine. Est-ce qu'il y a des gadgets customisés qui ont été créés par le client? Est-ce qu'il y a des plugins qui interagissent avec les tableaux de bord? Et du coup, ce qui est très important aussi, c'est de connaître parfaitement votre instance et les liens dans l'instance. Les liens, que ce soit les liens entre tickets, les liens entre projets et les liens des apps aussi. Dans notre cas présent, les liens c'était X-Ray. Du coup, toutes les entités X-Ray, que ce soit les tests, test set, test plan, etc., doivent être dans un même lot, par exemple. Et du coup, il était très très important qu'on sache
quels sont les projets X-Ray et quelles interactions X-Ray existent sur l'instance. Et du coup, en troisième phase d'audit, on s'est chargé de présenter un petit peu l'instance et de définir du coup la stratégie de migration. Est-ce qu'on fait une migration one-shot, du coup, avec tout ce qui impacte derrière, ou est-ce qu'on fait une migration lot par lot? Quid des migrations des boards agiles? Est-ce qu'on les fait lot par lot ou en un seul lot? La migration des tableaux de bord, du coup, pareil, on va en parler après, mais il y a une petite nuance derrière. Et l'estimation de chaque stratégie de migration et l'impact derrière. Du coup, après la phase d'audit qu'on a présentée au client, on a commencé la phase opérationnelle de migration réellement. On a commencé par une migration à blanc du coup. On avait le futur environnement cloud et du coup, ce qui nous permet de nous mettre en conditions réelles. On a migré une sélection de projets complets, et j'insiste du coup sur complet, pour vérifier la complétude des données et leur intégrité. Du coup, on a fait une migration de bord agile et une migration de tableau de bord pour donner une idée complète aux users et leur filer du coup une instance à peu près aux normes de ce qu'ils vont attendre quotidiennement après la migration. En phase 2, du coup, on a eu les tests et retours utilisateurs. Du coup, on a profité de cette phase de test pour faire toutes les corrections nécessaires sur le serveur source, sur l'instance source, et du coup, éviter tous les erreurs bloquantes qu'on aura dans la future migration en production. Des corrections, par exemple, de workflow, par exemple, de champs personnalisés qui ne sont pas compatibles, qui sont en doublon, de workflow de status, par exemple, qui sont en doublon, ça peut exister, des résolutions pas normées, etc., etc. Du coup, on a fait ces modifications sur l'instance source avant de migrer sur le cloud. Du coup, tout ce qui est des techniques, on peut déjà commencer à le faire durant les tests de retour. Et du coup, aussi corriger les retours bloquants qu'on a durant la phase de migration en blanc. Du coup, en troisième phase, on a fait la migration en production. Quand on a validé les tests et les retours utilisateurs, du coup, on a fait une migration en production. Du coup, communication avant la migration. Mise en lecture seule, du coup, de l'instance ou des projets qu'on va migrer et l'ouverture de l'instance cloud aux utilisateurs, pardon, du coup, les utilisateurs qui vont être migrés sur les prochains ans, on va leur ouvrir l'instance et on va mettre en lecture seule leur projet. Et du coup, en dernière phase, le support et documentation. Du coup, on a documenté l'ensemble des process dans Confluence, du coup, tout ce qu'on a fait, que ce soit les processus de migration, les processus de test, le processus de migration en blanc, les lots qu'on a fait, les annexes de projets liés entre eux ou liés par l'apps X-Ray. Et du coup, en dernière phase, on a fait un nettoyage des artefacts inutiles qui existent sur l'instance cloud, du coup, après la migration, que ce soit les résolutions, les workflows, les champs, les schemes, etc. Tout ce qui est non utilisé, on procède à une migration. On ne remet pas en cause la gouvernance de l'instance, parce que ce n'est pas le but de la migration, mais on fait un nettoyage. C'est bien pour l'instance, du coup, pour démarrer proprement sur le cloud. Et du coup, on a assuré un support utilisateur parce que, effectivement, une migration cloud, c'est pas anodin, c'est pas la même chose qu'un passage serveur vers data center où l'interface ne bouge pas forcément. Un passage serveur ou data center vers le cloud, il y a besoin de conduite de changement, il y a besoin d'explications parce que c'est pas les mêmes interfaces, pas les mêmes clics, et du coup, il faut un support utilisateur. Alors, quelques chiffres du coup pour cette troisième slide pour vous expliquer un petit peu le contexte opérationnellement parlant. On avait une instance Jira Server du coup avec l'outil X-Ray. On a 80 000 tickets du coup qu'on a migré. Et du coup, c'était pour ça qu'on avait choisi de lotir l'instance. Pourquoi pour une raison très simple? Parce que la migration des tickets en un seul lot nécessitait 8 heures de traitement pur. Du coup, ce qui était inenvisageable pour le client. Du coup, on a dû lotir les projets au début en 4 pour que ce soit en 2 heures de traitement et du coup en 2 lots parce que le client était plutôt d'accord pour le faire en 2 lots. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a migré les PJ en avance de phase. Ça, c'est aussi important à avoir en tête quand vous faites votre migration cloud. Migrez les PJ en avance de phase et faites la migration des nouveaux PJ en production durant la phase de migration réelle. Ce qui vous permettra de gagner énormément de temps sur votre migration. On avait une instance de 500 utilisateurs. Du coup, le client a choisi de migrer que les users actifs
Euh, et du coup, les users inactifs ont été supprimés, remplacés par un utilisateur appelé former user. C'est un utilisateur du coup à blanc qui est créé par l'instance cloud. Du coup, dans le lot, on a 90 projets. On a fait deux lots de migration. Le premier lot, projet standard, c'est-à-dire tous les projets qui n'ont pas de rapport avec X-Ray et qui sont liés entre eux. Et un deuxième lot, projet X-Ray et tous les projets X-Ray qui sont liés. Du coup, à partir sur X-Ray, on parle des exigences au subtest execution, du coup, de test exécution. Et du coup, tous ces projets-là doivent être dans le même lot. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que si on migre pas les projets liés, bah, on perd l'information. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut bien analyser du coup les liens qui existent entre projets. Et du coup, en dernière phase, on parle un petit peu des boards, des tableaux de bord. On avait 400 boards agiles du coup à migrer. Dans le lot, on avait des boards agiles multi-projets du coup, qui nécessitaient un traitement particulier du coup, pour les localiser sur le projet associé. Et on a migré les tableaux de bord en dernière action. Pourquoi en faisant ça? Parce que les tableaux de bord, de leur nature, sont multi-projets et transverses et sont liés à un utilisateur. Du coup, on migre toutes les données de l'instance cloud, premier lot, deuxième lot, et on passe à un dernier traitement pour migrer tous les tableaux de bord de l'instance, qui était à peu près à 200 tableaux de bord. Du coup, je laisse la main à Samuel pour faire le reste de la migration. Ça marche, merci Larbi. Donc, pour conclure, voici un petit peu le Rex de ce projet et de la migration. Donc, en termes de planning, on a eu à peu près une charge approximative de 29 jours pour réaliser l'ensemble de cette migration, donc audit plus projet. Ces 29 jours de charge sont étalés sur une période de 4 mois. Donc, il faut savoir qu'il y a eu 2 mois où on a été en attente dans le cadre du projet. Donc, c'est un point important sur lequel je veux revenir parce qu'en fait, on a été en attente par rapport à deux problématiques. Une problématique liée à l'équipe sécurité, une problématique liée à l'équipe juridique dans le cadre de ce projet. Donc, c'est pour ça que c'est des équipes qu'il faut mettre dès le démarrage d'une prestation, il faut les mettre en. Faut échanger dès le début avec eux. Je peux vous donner des exemples. L'équipe sécurité, en fait, il s'avère que dans cette entreprise, il y avait des prestataires externes qui n'avaient pas forcément de compte et d'adresse mail de l'entreprise. Et donc, l'équipe sécurité a donné son no-go pour une migration sur le cloud tant que les prestataires n'étaient pas connectés à l'Active Directory et parce qu'ils acceptaient pas que sur la plateforme cloud, il y ait des externes qui se connectent. Il fallait que les gens se connectent automatiquement via le SSO et la double authentification. Et pour la partie juridique qui n'est plus d'actualité parce que l'Atlassian a changé ses CGV, mais à l'époque, la plateforme cloud était en lien avec les lois américaines, donc liées à Chicago, même pour les plateformes européennes. Et donc, au final, le client ne souhaitait pas être engagé sur ces lois-là. Il voulait être. Donc, Atlassian leur a proposé d'être engagé sur les lois irlandaises. Et donc là, ça a été OK pour le client. Ça faisait un peu plus proche, entre guillemets. Et donc, on a eu ce point de blocage là aussi qui nous a un peu mis en attente, qui a comblé par rapport à ces 2 mois-là. Mais il faut savoir que maintenant, les CGV d'Atlassian ont changé et donc pour tout client basé en Europe, les lois sont basées sur l'Irlande par défaut. Voilà. Sur la partie migration, donc au final, on a réalisé la migration en 2 lots et pas en 4 lots. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'interdépendance entre les projets et des boards multi-projets. Et donc, au final, pour limiter cette interdépendance de migration, on a réduit le fait de migrer de 4 lots à 2 lots pour limiter un petit peu ces problématiques de dépendance entre les projets et entre les boards. Et en termes d'indisponibilité, on a réalisé la migration, on a lancé les migrations à partir de 17h30 le soir. Donc, on les a fait plutôt en fin de journée, ce qui a permis aux utilisateurs de ne pas être impactés par cette indisponibilité. Parce qu'au final, à 17h30, on ne leur coupait pas les accès, on leur coupait juste les accès en écriture sur l'environnement serveur. Donc, ils pouvaient continuer à consulter leur Jira serveur. Nous, on lançait la migration du lot concerné.
Et puis au final, le lendemain matin à 8 heures, quand ils arrivaient au bureau, bah, la migration était finie. Donc au final, ils pouvaient se reconnecter sur la plateforme cloud et continuer à travailler. Donc c'est comme ça qu'on a fait la migration et ça n'a pas posé de soucis pour les utilisateurs. En termes d'impact sur la migration, on a eu, bah, bien sûr les boards multi-projets. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a une petite différence de gestion des boards entre les instances serveurs et cloud. Un board, quand il y a un filtre JQL qui est lié à plusieurs projets, bah, au final, ce board apparaît sur tous les projets, dont le filtre fait partie. Alors que sur l'environnement cloud, en fait, les boards sont localisés, normalement sur un projet. Donc au final, tous les boards ont été migrés, toutes les données étaient présentes. C'est juste l'accès au board qui change un petit peu, parce qu'au final, on peut positionner qu'une seule localisation sur les boards. Bien sûr, l'interface utilisateur a changé, donc a nécessité un petit peu d'accompagnement entre serveur et cloud. Les liens entre Jira et Confluence, donc on a pu rattraper certains liens qui étaient des liens dynamiques. Donc par le biais de requêtes SQL sur l'environnement serveur, on a pu identifier tous les liens qui pouvaient être migrés parce que c'était des liens dynamiques. Par contre, tous les liens qui étaient sur des URL fixes avec des ID techniques, comme là, les ID techniques ne sont pas conservés dans le cadre de la migration, bah, on n'a pas pu conserver le lien. Et donc là, il a fallu que les utilisateurs, s'ils en avaient besoin, fassent le changement manuellement du lien. Et pareil, sur la mise en place d'Atlassian Access, donc ce client avait plus de 1700 utilisateurs Trello. Et donc, au final, bah, ces utilisateurs sont remontés lorsqu'on a implémenté Atlassian Access. Et donc, on a dû accompagner le client dans la configuration d'Atlassian Access, dans ses politiques de sécurité, pour que le client ne soit pas facturé de 1700 utilisateurs sur Trello. Parce qu'au final, ces utilisateurs qui utilisaient Trello de manière gratuite n'avaient pas besoin d'avoir le SSO activé ou des choses comme ça. Donc, ça a permis d'optimiser un peu la partie financière de cet outil. Et donc, au final, le client, à la fin du projet, s'est retrouvé avec une plateforme Atlassian Access 500 utilisateurs, Jira Software Cloud 500 utilisateurs avec Confluence, et bien sûr, ces plugins, donc X-Ray 500 utilisateurs, Draw.io 500 utilisateurs, etc. Voilà l'environnement cible que le client a récupéré après ce projet de migration. On arrive à la fin du webinaire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre. Ouais, Mélissa, si tu peux nous aider sur la partie questions, j'en vois plusieurs. Bonjour à tous. Donc ouais, en effet, on a eu quelques questions, notamment via le use case. Donc la première question, pourquoi ne pas avoir tout migré en un seul lot? Alors, pourquoi ne pas avoir tout migré en un seul lot? Je vais commencer à répondre et puis après, je vais te laisser Larbi compléter. Tout simplement par rapport à la volumétrie des données et par rapport aux besoins aux problématiques d'indisponibilité du client. C'est-à-dire qu'il aurait été plus simple de tout migrer d'un coup pour permettre, en gros, de ne pas avoir des problèmes d'indépendance entre les tickets ou entre les boards. Ça aurait été plus simple techniquement. Par contre, on aurait créé une beaucoup plus forte indisponibilité pour le client. Et cette indisponibilité était difficilement entendable pour ce client parce qu'au final, c'est une entreprise qui fait beaucoup de développement de logiciels. Et donc, au final, bah, si une demi-journée ou toute une journée, l'environnement est indisponible, c'était très impactant pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ce juste milieu, entre guillemets. Mais Larbi, si tu veux compléter. Tout à fait, Samuel. Du coup, en fait, pour donner quelques chiffres, la migration en entier durait 8 heures, 8 heures de traitement, je veux dire, pur. Du coup, on attendait 8 heures de traitement. Et du coup, en fait, pour nous, que ce soit pour le client, par rapport à notre stratégie, par rapport aux estimations, parce qu'il y avait moyen de le faire entre midi et 2, par exemple, après 18 heures. Et du coup, en fait, le faire en un seul lot de 8 heures est risqué, en plus, du coup, une coupure de connexion ou une coupure de traitement ou X ou Y raison, du coup, ça augmentait les impacts et les risques plus qu'autre chose. Du coup, on a décidé d'assurer les migrations en lotissant, du coup, pour avoir moins de traitements à faire et du coup, valider les projets standards et puis valider les autres projets dans le deuxième lot. Merci du coup. Donc deuxième question, pourquoi ne pas faire le nettoyage des artefacts avant la migration?
Ça permet d'arriver avec une instance déjà propre dans le cloud et diminuer les risques de la migration. Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a réalisé. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue-là. Après, tout le nettoyage ne peut pas forcément être fait avant migration parce que dans le cadre de la migration, il y a aussi de la dette technique qui se crée. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une phase de nettoyage après. Mais oui, oui, on a bien fait une partie de nettoyage avant la migration. Déjà, dans le cadre des tests, au final, comme disait Larbi, on a vu qu'il y avait des problématiques sur certains champs custo des choses, ou certains éléments. Donc, on a fait cette correction qui peut s'assimiler aussi à du nettoyage. Pareil, dans le cadre du périmètre qu'on a défini avec le client de la migration, on avait, dans le cadre de l'audit, on avait listé les projets avec leur date de dernière mise à jour, ce qui a permis au client de nous dire tel projet, on ne le migre pas ou tel projet, on ne le migre pas. Donc, au final, ça a permis aussi d'éviter de migrer certains éléments de configuration et certaines données qui n'avaient plus de valeur pour le client. Donc pour moi, il y a bien une phase de nettoyage avant, mais il y a toujours une petite phase de nettoyage aussi après, suite à la migration. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux compléter, Larbi. Tout à fait, Samuel. Et je rajouterais du coup, en fait, en utilisant notre stratégie de migration en Dolo, etc., euh, il faut faire un nettoyage post-migration, c'est indispensable. On ne peut pas avoir une instance propre. On peut faire le nettoyage du coup sur l'instance source en entier, mais on aura des artefacts qui vont se créer par l'outillage de migration Atlassian. Du coup, potentiellement, je ne sais pas, des statuts en plus ou des champs en plus. Et du coup, il est indispensable de faire une passe après la post-migration. Donc, troisième question, la migration se fait-elle par export-import des objets Jira ou bien par export-import de la base de données et des attachements? Alors, par rapport à ça, alors ça fait partie d'un élément dont on avait parlé sur un webinaire l'année dernière. Il y a 3 manières de faire des migrations côté Atlassian qui peuvent être liées les unes aux autres. Déjà, Atlassian a développé un outil qui s'appelle l'assistant de migration qui permet de faire normalement ces migrations, qui est maintenant l'outil le plus développé pour pouvoir faire ces migrations-là. Donc, en priorité, c'est celui-là qu'on va utiliser. Mais après, on a un add-on aussi qui permet de faire des migrations. Donc, on peut souscrire à un add-on si, par exemple, l'assistant de migration a une certaine fonctionnalité qui ne sont pas mis en place. On peut aussi passer par cet add-on, soit intégralement, soit en complément de l'assistant de migration. Et enfin, on a la partie export-import CSV aussi, qui permettrait de compléter un export-import. Donc, au final, on ne va pas passer par un export-import de la base de données. On va plutôt utiliser les outils qui sont mis à disposition et suivant les problématiques et les tenants et les aboutissants de la migration, favoriser tel ou tel outil de telle manière pour tel type de données en fonction de ce qui est disponible et ce qui est des problématiques. Larbi, je ne sais pas s'il y a quelque chose à compléter. Ouais, je rajouterais du coup pour notre use case, on a utilisé l'assistant de migration Atlassian pour une raison simple et qui permet de définitivement dire quel outil on va choisir. On a utilisé l'outil de migration Atlassian. Pour une raison très simple, c'est que il n'y a aucun moyen simple de faire la migration X-Ray, sauf avec l'outil de migration Atlassian. Du coup, si on s'amuse à faire des imports export CSV ou plugin ou base de données, il y a toute la phase X-Ray qu'il faudra faire en REST API, soit en développant Java, Python, etc. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, je dirais pas impossible, parce que rien n'est impossible, mais c'est extrêmement beaucoup plus simple à faire avec l'outil de migration Atlassian parce qu'il inclut une migration de l'apps X-Ray. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi cette option-là. Donc, question suivante, les développements script runner et les règles automation ne sont pas complètement portables du DC vers le cloud. Quelle est la stratégie pour gérer cette migration? Alors là, c'est pareil, il va falloir faire au cas par cas en fonction des développements. Donc, ça va faire partie de la phase d'audit. Donc, dans le cadre de cet audit, il va falloir identifier tous les scripts, tout ce qui est fait sur Script Runner et voir ce qui est migrable, ce qui doit être ajusté en termes de scripting pour pouvoir le migrer.
ou ce qui ne sera pas migrable. Donc ça, c'est pour ça que l'audit, pour moi, est essentiel dans ce type de besoin-là. Je sais pas, Larbi, si tu veux. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'ai appuyé sur l'audit dans ma presse. L'audit vous permet de faire un état des lieux, que vous soyez accompagné ou pas. Du coup, il faut le faire. Il faut faire un inventaire. Et je rajouterais, du coup, pour Script Runner, la règle, c'est de se dire, est-ce que c'est faisable en REST API? Alors, tout n'est pas faisable. Et du coup, en fait, bah, pour faire la migration cloud actuellement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en deviendra demain ou l'année prochaine, etc. Mais aujourd'hui, il faut que ça soit compatible avec un développement en REST API. Sinon, aujourd'hui, c'est pas encore faisable. Donc rebondissement sur ces, réponses-là, nous avons archivé beaucoup de projets Jira, sur notre data center. Est-il conseillé de migrer ces projets archivés vers le cloud? Sinon, peut-on garder une instance data center avec un nombre limité de licences pour récupérer, si nécessaire, des projets archivés? Alors là, tac, tac, tac. Donc déjà, savoir s'il faut les migrer ou pas, ça dépend si au final vous avez besoin d'avoir accès à ces données, ou si au final c'est des données où vous savez que de toute manière vous n'aurez plus du tout besoin d'avoir accès à ces données. Si vous savez qu'au final c'est archivé par sécurité, mais qu'en fait jamais vous irez voir ces données, autant ne pas les migrer pour pas migrer de la dette technique. Par contre, s'il y a un risque qu'il faut réaccéder à ces données, oui, pourquoi pas les migrer. Il y a un système d'archivage sur le cloud des projets. Donc, on peut utiliser aussi l'archivage de projets sur l'instance cloud. Maintenant, garder une instance data center avec un nombre limité de licences, c'est à voir dans le cadre de l'audit, suivant la volumétrie, etc. Mais honnêtement, je ne pense pas, parce qu'au final, les licences data center, c'est quand même des licences payantes et qu'on doit renouveler tous les ans. Donc, ça fait une poche de budget supplémentaire pour ce type-là. Donc, en termes d'optimisation financière, ça ne serait pas la première priorité à mes yeux, entre guillemets, pour l'instant. Tout à fait, Samuel. Moi, je suis aussi d'accord, du coup, pour ne pas garder une licence avec un nombre limité. Euh, Moi, j'ai eu le cas il y a quelques mois, etc. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a juste gardé la base de données et les PJ qu'on peut remonter à tout moment, du coup. Parce qu'en fait, quand on parle de projets archivés, c'est des projets qui ne sont pas accessibles aujourd'hui, euh, du coup, sur l'instance. C'est-à-dire, les users n'ont pas accès à ces projets-là, ne les voient pas, et du coup, il faut qu'ils fassent une demande explicite. Je pense que on désarchive pas les projets tous les jours. Le mieux, à mon avis, c'est vraiment de garder la base et les PG au cas où il faudrait la remonter et peut-être la remonter euh, rapidement euh, ou même, je dirais, les users en général, ce qu'ils demandent, c'est plutôt les PJ. Du coup, les PJ, il est possible de les remonter sans avoir une instance up, quoi. Euh, Pardon, vas-y Samuel, tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, c'est bon pour moi pour cette question, je pense. OK. Donc question suivante, concernant la Suisse, quelles sont les options proposées à ce jour par, Atlassian pour la data residency en Suisse pour un client, d'une centaine d'utilisateurs? Alors, pour l'instant, il n'y a pas possibilité de stocker les données sur la partie data residency sur la Suisse. En Europe, ça va être Dublin ou Francfort. Après, par rapport au contexte suisse, il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place suivant les plans que vous souscrivez sur l'environnement cloud. Donc déjà, il y a le fait de pouvoir, si vous avez un système de VPN, il y a un système pour bloquer les adresses IP et pour au final autoriser que les adresses IP connues à se connecter sur l'instance. Donc ça déjà, ça permet d'augmenter la sécurité de cette partie-là. Il y a aussi la partie, il y a aussi la partie Bring Your Own Key dont j'ai parlé pour sécuriser un peu le cryptage des données. Et après, pour finir, la partie Atlassian Access. Mais pour l'instant, Atlassian, à ma connaissance, n'a pas ouvert un data center AWS sur la Suisse.
Mais ça, et après, par rapport à ça, il y a les équipes Atlassian qui sont à l'écoute de tous ces sujets-là. Donc, s'il y a cette problématique, nous, dans notre objectif aussi, c'est de répondre au maximum aux besoins. Et donc, en plus, on est partenaire Atlassian en Suisse. Donc, on pourrait très bien déclencher un rendez-vous tripartite avec un expert Atlassian sur la partie sécurité et au final, vous conseiller au mieux pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants et quelles sont les problématiques sécuritaires qu'il faut mettre en place. Et donc après, assurer ça de différentes manières par rapport à vos besoins de sécurité et par rapport à ce qui est disponible par rapport à Atlassian, bien sûr. Mais c'est vrai que dans le cadre de, je crois que c'était 100 utilisateurs, tu disais, Mélissa, si c'est une centaine d'utilisateurs, de toutes les manières, Data Center n'est pas… Enfin, ça sera financièrement compliqué d'aller sur la partie Data Center. Donc, il faudra trouver des compromis, des solutions avec toutes les phases de sécurité que Atlassian propose. Voilà. Et ça peut se travailler dans la phase d'audit. Ça peut faire partie des critères, entre guillemets, de sécurité qui sont à définir. Et comme ça, quand on fait la phase d'audit, dans le livrable de l'audit et quand vous faites la présentation de l'audit, on vous donne toutes les solutions en lien avec les critères de sécurité qui doivent être respectés. Et comme ça, vous ne lancez pas le projet tant que ces critères-là de sécurité ne sont pas validés de votre côté. Voilà, moi, ce que je vous conseille par rapport à ce qui est possible. Dans la continuité, du coup, j'ai intégré Cloud 11.076 et Cloud 11.064. Et la migration vers le cloud avec des données hors de la Suisse est aujourd'hui un souci. Quel est votre conseil? Ça, c'est un peu en lien avec déjà la réponse que j'ai faite juste avant. J'entends complètement le point et le sujet. Et donc ça, c'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut creuser vraiment. Et il faut, avant de se lancer dans une migration, il faut vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Quitte à solliciter Atlassian, ils ont des équipes dédiées et spécialisées à ça. Donc, si vous passez par un partenaire, et on serait ravis de vous accompagner là-dessus, c'est de comprendre tous les tenants et les aboutissants et de les travailler dans le cadre de l'audit avant de se lancer sur ce projet de migration. Voilà. Mais en tout cas, si j'écoute Atlassian, parce qu'on fait des points réguliers avec Atlassian, même côté suisse, c'est en train de s'ouvrir. Donc, il y a beaucoup de clients qui passent sur le cloud sur la Suisse. Donc, après, ça dépend de la maturité des entreprises et de la politique des entreprises, je l'entends. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de clients suisses qui passent sur le cloud. Autre question. Y a-t-il des aides tarifaires proposées par Atlassian pour basculer les coûts de licence data center vers le cloud pendant la migration? Alors, oui, il y en a toujours. Après, honnêtement, elles diminuent au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur annonce en 2020 par rapport à l'environnement serveur, là, il y avait des programmes d'aide financière pour migrer vers le cloud. Et au final, plus la date d'échéance de février 2024 arrive, plus ces réductions, entre guillemets, diminuent un petit peu. Mais il y a toujours, dans le cadre de migration, il y a toujours des aides. Et par rapport à ce besoin-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des réductions sur la première année, suivant certains critères, suivant vos environnements. Je crois que les critères, c'est 1000 utilisateurs et après, et un engagement de migrer sur le cloud. Et il y a même la possibilité d'avoir des avantages tarifaires sur le fait qu'ils ont développé un système, donc après, on pourra rediscuter des détails, mais d'avoir une double licence, c'est-à-dire une licence data center et une licence cloud de la même volumétrie, mais au final, on n'achète qu'un seul parc, mais on a et l'environnement cloud et l'environnement data center qui sont disponibles, ce qui permet, sur 1 an ou 2, de pouvoir faire la migration progressivement de data center vers cloud sans forcément payer une double plateforme. Donc ça peut aussi être intéressant. Donc, suivant les différents critères, c'est quelque chose qui peut s'analyser et se prévoir. Et donc, notre dernière question, est-il essentiel de se faire aider pour migrer vers Atlassian Cloud? Je vais vous dire, si je prends pour moi, oui. Enfin,
Ça dépend de votre contexte et de votre entreprise. Si vous avez une équipe d'experts Atlassian qui sont connaisseurs de la migration, vous pouvez très bien passer par un partenaire juste pour la partie licence et optimisation financière de vos licences par rapport à votre projet et que votre équipe interne gère la migration. Mais ça nécessite que vous avez une équipe d'experts Atlassian qui a déjà réalisé des migrations, qui a déjà les connaissances des différentes problématiques sur les migrations. Parce qu'au final, on est toujours plus efficace quand on a fait plusieurs migrations et qu'on a été confronté à plusieurs problèmes. Donc voilà, si vous avez des experts Atlassian qui ont cette connaissance, pas forcément besoin d'être accompagné que par la partie optimisation de votre parc de licence par le biais d'un partenaire. Par contre, si vous n'avez pas des gens qui sont déjà expérimentés ou qui ont l'expertise Atlassian et qui ne sont pas expérimentés dans la migration, oui, là, pour moi, à mon sens, c'est intéressant de se faire accompagner parce que vous allez pouvoir, dans le cadre de l'audit, déjà avoir tous les tenants et les aboutissants. Et au final, la durée de votre projet va être réduite parce qu'au final, l'expérience va parler et, donc, et aussi la qualité. Vous n'allez pas avoir des couacs parce qu'au final, nous, au fur et à mesure de faire des migrations, on a eu des problématiques, on a rencontré des problématiques. Donc, on fait en sorte de ne pas reproduire ces problématiques. Et donc, c'est aussi la valeur ajoutée de quelqu'un, enfin, d'une entreprise expérimentée dans cette migration. C'était donc la dernière question pour le moment, en tout cas. Je pense qu'on a répondu à toutes les interrogations. Je vous laisse finaliser du coup le webinaire, Samuel et Larbi. Pour moi, c'est tout bon aussi. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on va vous envoyer, normalement, Mélissa vous enverra, vous allez recevoir déjà le replay. Et puis, on va vous envoyer aussi le support. Donc, après, vous avez nos points de contact, nos noms, nos prénoms. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez être accompagné dans le cadre d'une migration ou si vous avez une problématique à partager, que vous voulez avoir notre retour d'expérience et n'hésitez pas à nous solliciter. On vous accompagnera avec grand plaisir sur cette partie.